Salut et bienvenue dans cette nouvelle saison de Long Live, mon podcast dans lequel je reçois des experts et des mentors pour améliorer votre bien-être au quotidien. Aujourd'hui, on va parler de sommeil, comment est-ce qu'on peut améliorer sa routine de sommeil, comment est-ce qu'on peut mieux dormir. Pourquoi est-ce que 45% des Français dorment mal et se plaignent de leur sommeil? Je reçois aujourd'hui Patrick Lesage, donc c'est un conférencier formateur sur le sommeil. Il a 73 ans et il dort bien et il a vraiment pléthore de conseils à vous donner. Écoutez bien, le sommeil se prépare la journée et c'est une discipline tout autant que le sport, l'alimentation et tout ce que vous voulez améliorer dans votre vie. Sans recherche de performance ni de pression, juste des petits tips de la vie et du quotidien pour mieux dormir. Et écoutez bien cet épisode jusqu'au bout parce que vraiment à la toute fin, Patrick nous fait ce cadeau de nous offrir une sieste, une micro-sieste guidée que j'ai suivie et qui m'a fait énormément de bien. Donc je vous souhaite juste une très bonne écoute. Merci beaucoup Patrick de venir répondre à mes questions sur le sommeil. C'est peut-être la grande résolution de rentrée des Français, de bien dormir. Alors ça m'arrange pas moi dans mon business qui est le sport et l'alimentation, mais bien dormir c'est hyper important. Donc vous êtes conférencier et formateur sur le sommeil. Oui, bonjour Lucie, alors merci de me recevoir. Effectivement, je fais à la fois des conférences et des formations pour donner des éléments de compréhension aux personnes qui viennent m'écouter pour qu'elles dorment mieux ou qu'elles soient plus performantes. Ok, et donc ça s'apprend, en fait on peut apprendre ou se former à mieux dormir. Ah oui, lutter contre des préjugés aussi, parce qu'on a plein de préjugés. Donc, démonter un peu les mécanismes. Alors, dans la mesure, ce que je peux dire n'est que la connaissance actuelle, évidemment. Parce que ce que je dis aujourd'hui sera peut-être une contre-vérité demain. Mais aujourd'hui, voilà, c'est d'expliquer aux gens comment ça se présente, comment ça se passe, et pour apprendre à avoir de bons réflexes, de nouvelles façons de vivre. De nouvelles façons de vivre, parce que en fait, c'est vrai que dormir, ça paraît être le truc le plus basique du monde. Enfin, genre, je suis fatiguée, je dors. Enfin, c'est un peu le premier truc qu'on fait bébé, c'est on dort. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Enfin, comment ça se fait qu'on ait besoin d'apprendre à mieux dormir, en fait? Alors, juste petite précision sur la fatigue et l'envie de dormir, qui ne sont pas tout à fait la même chose. La fatigue, c'est je n'ai plus la force physique ou mentale pour faire quelque chose. L'envie de dormir, c'est je ne peux plus rester vigilant. Voilà, ça, c'est déjà un point important. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de dormir? Eh bien, tout simplement, c'est qu'on peut avoir une pression de sommeil. Pour bien s'endormir, il faut deux éléments principaux. Une pression de sommeil, c'est-à-dire un temps d'éveil suffisant depuis le matin. Et il faut aussi respecter son horloge biologique. C'est-à-dire que chacun, je dis bien chacun, c'est important dans les couples, dans les familles. Chacun a sa propre horloge et si on la connaît, alors, si elle est associée à la pression du sommeil, alors on s'endort très rapidement. Mais alors ça, par exemple, l'horloge biologique, on peut commencer par là. À partir de quel âge est-ce qu'elle se met en place? Je veux dire... On va dire que déjà dans l'enfance, mais pas le nourrisson, on va monter vers 3-4 ans, on commence à avoir des rythmes corrects. Ah oui. Mais dès qu'on arrive vers l'adolescence, il y a des choses qui vont être perturbées. C'est pour ça que quand je dis... Il y a des choses qui vont être perturbées. Oui, parce qu'il va y avoir souvent un retard de phase chez l'adolescence. C'est-à-dire que naturellement, il va avoir tendance à reculer son heure d'endormissement. C'est pour ça que je suis un peu gêné pour dire à quel moment ça se stabilise, puisqu'en fait, entre l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte, ça peut bouger. Mais les grandes lignes, si on est lève-tôt, on sera sans doute lève-tôt toute sa vie. Voilà. Mais il y a des évolutions qui peuvent se passer. De même que sur les personnes en troisième âge, quatrième âge, on peut avoir une avance de phase, contrairement à l'adolescence qui est plutôt un retard. Et est-ce que ça peut venir aussi d'une éducation? Je prends pour exemple vraiment, donc mon mari et moi, on est tous les deux totalement différents. Donc lui, il est du matin à mort, moi je suis du soir total. Et en fait, lui, toute son enfance, adolescence, a nagé très tôt le matin. C'était un nageur et il nageait à 7h du matin avant les cours. Voilà, donc toute son enfance, adolescence, il s'est levé très tôt pour nager. Et moi, en revanche, donc j'ai fait de la natation, mais moi, mes entraînements étaient tard le soir. Donc moi, j'allais nager
de 19h à 20h30, je me dînais après et je me couchais après. Et ça, toute mon adolescence, par exemple. Est-ce que c'est des choses qui font qu'ensuite, adulte, on le garde? Est-ce que ça peut s'éduquer, par exemple, ou est-ce que ça n'a rien à voir? Alors, la natation est un très bon exemple, dans le sens où, effectivement, moi je m'occupe aussi de nageurs. Être au bord du bassin à 5h du matin, 5h30 le matin, c'est compliqué quand il faut aller suivre les cours, reprendre des entraînements. L'horloge, elle est vraiment très, très malmenée. Okay. L'horloge, il y a une composante génétique quand même, hein. Donc, on est plutôt naturellement du soir ou du matin, et c'est ce qu'on va retrouver. Si on prend les gens qui, je ne sais pas si on abordera le sujet, mais des travailleurs postés, par exemple, où on a très grosses difficultés, on va se retrouver en jet lag, c'est-à-dire en décalage horaire. Donc, on peut avoir une composante naturelle. Après, s'il n'y a pas de changement, peut-être qu'elle peut évoluer un peu, mais pas radicalement. D'accord, donc en fait, c'est pas parce qu'on a éduqué un ado à se lever tôt, par exemple, ou par la force des choses, qu'il le restera à vie, c'est plutôt parce que peut-être il avait plus de facilité à se lever le matin qu'il a continué à s'entraîner tôt le matin et de ne pas abandonner. Alors si la poule, quoi. Alors là, c'est un super pouvoir, Lucille, parce que si on arrive à éduquer un enfant de cette façon-là, ça serait top, ça serait super. Si les parents, effectivement, peuvent y arriver. C'est compliqué quand même, parce que, je répète, cette composante naturelle peut quand même être contrecarrée. On le voit bien, il y a des parents qui essayent de conduire leurs enfants vers la chambre à une heure précise, et ça ne fonctionne pas. Parce que l'enfant, il n'est pas, j'allais dire, câblé comme ça. Ok, ouais, donc c'est totalement, en fait, ça sort du chapeau, c'est comme Forrest Gump, la boîte de chocolat, on ne sait pas sur quoi on tombe, et on est du soir ou du matin. Il suffit que dans une fratrie, on voit des choses différentes, alors qu'on peut considérer que l'éducation a été la même. Oui, tout à fait. Et donc, par exemple, ça, l'horloge biologique, moi, je me sens très concernée. Comme je suis très du soir, j'avais fait des tests et donc je suis vraiment très du soir. C'est ça qui m'a provoqué mes insomnies à la base, justement parce que d'un seul coup, avec mon enfant, j'avais des horaires très, très fixes à respecter qui ne me correspondaient pas. Comment est-ce qu'on fait dans la vie de tous les jours? Par exemple, on est employé dans une entreprise, il y a des horaires d'ouverture, les enfants vont à l'école à pile une certaine heure, on est bien obligé de les emmener à 8h20. Donc, comment est-ce qu'on fait pour respecter son horloge biologique alors qu'on vit en société avec des horaires très fixes? C'est compliqué. C'est très compliqué, c'est pour ça que le week-end, on voit des gens qui essayent de rattraper le sommeil. Ou de se faire plaisir en respectant leur horloge biologique à ce moment-là, peut-être. C'est souvent, je pense que c'est surtout pour essayer de rattraper. Ils ne se font pas plaisir, ils sont un peu influencés par leur horloge qui dit non, là tu peux rester un peu. Mais on verra peut-être, je ne sais pas si ça sera évoqué, mais le blues du dimanche soir, par exemple, comment il peut se produire. Et c'est souvent parce qu'on ne respecte pas son horloge. Mais les contraintes de transport, les contraintes de scolarité, effectivement, vont faire que si on est un couche-tard, donc un lève-tard relatif, ça devient compliqué. Donc, on pourra travailler avec de la luminothérapie, par exemple, et puis avec un accompagnement, comme évoqué tout de suite, avec des thérapies comportementales et cognitives contre l'insomnie. D'accord. Donc, en gros, très vite, si on se rend compte que notre horloge biologique ne correspond pas à la vie qu'on mène, il faut assez vite s'orienter vers des aides, des rééducations des aides ou des formations. Ah oui, et puis peut-être essayer de trouver un job, si on parle du monde adulte, là, qui correspond. Personnellement, il y a très longtemps, j'ai travaillé avec des horaires décalés, notamment en horaire atypique, qui était d'ailleurs antisensoraire, donc ce qui est pire, c'est-à-dire matin, midi, soir. Là, c'était pas comme ça, c'était après-midi, matin, nuit. Donc, c'est-à-dire on remonte l'horloge. C'était extrêmement compliqué. Une semaine comme ça, on sort épuisé. Et moi qui suis plutôt un couche-tôt, donc un lève-tôt aussi, me lever très tôt le matin, ça me pose aucun souci, mais avoir des horaires qui me conduisent à aller vers des couchers tardifs. J'ai fait l'expérience quand j'ai fait ma formation à l'Hôtel-Dieu, par exemple, où il fallait accompagner des patients, dans le cadre de ma formation. J'étais épuisé au bout de 3 jours, parce qu'il faut rester toute la nuit éveillé et suivre les enregistrements.
Donc, De la même façon que moi, par exemple, si on me demande d'aller courir à 7h du matin, c'est une catastrophe, genre je ne peux pas en fait. Tous les trucs de Miracle Morning qui ont été très à la mode à un moment donné, c'était la mode journaling le matin, courir, faire une routine d'1h40 le matin à 5 du matin. Pour moi, c'est impossible, genre j'ai essayé vraiment, parce que, voilà, de bonne volonté, mais pour moi, c'est la torture, vraiment, c'est pire que tout, de me réveiller très tôt. Et je ne peux rien faire, et mon cerveau est brouillé, alors que par exemple, quand tout le monde est couché, mes enfants sont couchés le soir, mon mari est en train de partir dormir, tant mieux. Moi, à 21h30, 22h, je carbure. Je peux aller courir des marathons à cette heure-là. Je travaille très bien, hyper concentrée. C'est là que j'écris mes meilleurs trucs, c'est là que j'ai les meilleures idées, c'est là que j'ai envie de déplacer des montagnes à 22h. La luminothérapie a été un peu utilisée ou pas ? Jamais. Ah, c'est intéressant. Alors, peut-être ça d'aller m'intéresse. voir de ce C'est côté-là. quoi ça, la luminothérapie ? On va dire que la lumière va influencer les mécanismes cérébraux et que, par exemple, si on est couche-tard ou on veut avancer un cycle, c'est à peu près acceptable. Sinon, c'est d'autres approches qu'il faut avoir. Mais si on veut avancer à peu près d'un cycle son heure d'endormissement, alors porter, par exemple, des luminettes le matin. Enfin, luminettes, c'est une marque... Je ne sais pas si je peux le dire. Ouais, mais voilà. Si on peut donner toutes les marques. Donc, c'est quoi ça, des luminettes ? Ouais, c'est mignon comme nom, en oui, plus. Oui, c'est la luminothérapie portative. C'est-à-dire qu'auparavant, on avait des grandes lampes, etc. Ouais. Fallait rester, j'en ai acheté, ça, j'aimais pas, ça marchait pas. Alors, ça marchait pas parce qu'il faut être stocké devant et on n'aime pas trop ça. Alors que là, ces lunettes portatives permettent d'enclencher le matin la lumière qui s'arrêtera au bout de 30 minutes. Il y a des intensités différentes et on va qu'à ses occupations et on engage son corps à vraiment à démarrer. Donc, c'est des lunettes à mettre... C'est au-dessus, c'est des surlunettes. J'en ai pas apporté, mais c'est des surlunettes. C'est intéressant et ça fonctionne super bien. Dès le matin, genre on se réveille, on met ça. Oui. Okay. Le matin. Alors après, il faut vérifier juste, il y a 2-3 petites choses à vérifier. Si des gens ont des problèmes de glaucome, par exemple, donc bien en parler à son opticien. Mais il n'y a quasiment pas de contre-indication. Et je pense à un navigateur que j'ai accompagné sur le dernier Vendée Globe qui portait ce genre de lunettes, voilà, notamment dans les mers du Sud où les journées sont parfois un peu chahutées. Donc pour essayer de garder un rythme. Donc en fait, c'est de la lumière artificielle, mais de la bonne lumière artificielle. Donc on peut jouer avec ça. Inversement, si on veut retarder son heure d'endormissement, on les porte en fin d'après-midi et du coup on va bloquer notamment la mélatonine. D'accord, hyper intéressant. Et donc, c'est naturel, hein. Oui, voilà, pas d'effets secondaires, pas de médicaments. Non, juste vérifier cette histoire de glaucome, par exemple. Parce que moi, j'ai vraiment l'impression que justement ce problème de sommeil que les Français, mais pas que les Français, j'imagine les Européens, mais même tous les pays industrialisés vivent, c'est vraiment un souci finalement de décalage. En fait, on arrive, comme on vit dans une société globale, mais qu'on est tous très très individuellement différents, on n'arrive pas finalement à se synchroniser tous entre le sommeil et les besoins que la société... les attentes que la société a de nous, en fait. C'est la lumière artificielle qui est venue mettre un peu le bazar aussi là-dedans, parce que... C'est ça le problème pour vous, c'est la lumière artificielle. En tout cas, c'est un des éléments. Hein. Un des éléments majeurs. Éléments. Et oui, alors la lumière artificielle, qu'elle soit celle de l'éclairage des pièces, l'éclairage des rues, par exemple, je sais pas moi, est-ce que la Lune influence tant que ça le sommeil ? Est-ce que, par hasard, on n'aurait pas laissé sa fenêtre ouverte et qu'on l'a laissé entrer la lumière ? Est-ce que l'observation a été... C'est simple hein, de voir, quand on va à l'hôtel, par exemple, qu'on arrive, il y a une télé avec une toute petite lumière. Horrible. Horrible. Et voilà, la réponse est là. Il suffit de faire une expérience. D'ailleurs, maintenant, moi, je dors avec un masque de nuit, là. Mais c'est le rêve, ça. Et alors, dans mes formations, quand j'essaye d'expliquer les choses, je dis aux gens, regardez, voilà, par exemple, moi j'ai une lumière, s'il a une lumière là, on regarde, on ferme les yeux et on passe la main devant le visage. Qu'est-ce qui se passe ? On voit la main, l'ombre. Il y a une ombre, il y a un changement de luminosité. Ça veut dire que le message lumineux arrive au cerveau, y compris les yeux fermés. C'est le principe de... j'aime bien me lever avec la lumière du jour. Moi, j'ai des gens dans les formations, dans les usines, ou enfin, quelle que soit l'entreprise d'ailleurs, les gens me disent oui, mais moi, j'aime bien me lever avec la lumière du jour. Je dis oui, mais tu bosses quand l'hiver ?
Et oui. Eh oui. Donc cette lumière, elle est importante. Et elle est venue donc perturber un peu nos styles naturels. Après, on va voir les écrans. Je regarde là parce qu'il y a la tablette qui est là. Mais les écrans, les smartphones, etc. Nos pires ennemis. En tout cas, il faut essayer de les dompter. Donc les dompter, c'est avoir une discipline, dire hey, là, on est copains, demain on se revoit. Mais là, je coupe. Parce qu'il y a des chiffres là, du gouvernement qui sont sortis très intéressants. Il y a eu cette feuille de route pour le sommeil des Français. Et donc, un Français sur 5 dort moins de 6 heures par nuit, mais surtout 45% des Français sont confrontés à au moins un trouble du sommeil. Et donc, ce chiffre de 45% a augmenté depuis la pandémie, le Covid. Et donc ça, est-ce que c'est à cause du télétravail, par exemple, ou quel est le lien entre la Covid et cette augmentation de troubles du sommeil ? Est-ce que c'est à cause des écrans en plus ? Là, je ne saurais pas répondre de façon scientifique et sérieuse. Ce qui est certain, c'est que pendant la pandémie, là, il y avait moins de transport, évidemment. Donc peut-être les gens étaient plus libérés, faisaient ce qu'ils voulaient, ont peut-être beaucoup plus regardé les écrans et été moins... Et dès l'instant où on est moins contraint, alors on se lâche. Et si on est naturellement du soir, ou parce que c'est un peu anxiogène, l'ambiance, eh bien on va porter son attention sur quelque chose dit de distrayant. Je ne sais pas si ça l'est vraiment. En tout cas, ça occupe l'esprit. Voilà. Peut-être. Donc, la pandémie, oui, c'est sûr qu'elle a amené des réflexes et des positionnements différents. Ok. Donc, alors, pourquoi est-ce qu'on dort mal ? Donc, on a vu donc là, cette horloge biologique hyper intéressant à respecter autant que possible. Donc, ensuite, voilà, cette luminosité, cette lumière. Quelles sont les autres raisons qui font qu'on dort mal ? Très souvent. Et c'est là que moi je peux intervenir, soit après que le corps médical ait pris des positions quand il y a des pathologies, ou avant pour augmenter les performances, par exemple, des sportifs, avoir une hygiène de sommeil. Mais j'allais dire, l'hygiène de sommeil, c'est une hygiène de vie, l'hygiène de sommeil. Oui, pour moi, l'hygiène de sommeil elle rentre dans l'hygiène de vie globale. Okay. C'est-à-dire que le sommeil se prépare le jour. C'est beau ça, le sommeil se prépare le jour. Oui, dès le matin. À utiliser. Non, mais c'est super intéressant ça. Et oui, parce que dès le matin, on a évoqué la luminothérapie, voilà, on se met en route, etc. Je vais les acheter tout de suite après cette conversation. Donc, non, mais c'est hyper intéressant. Donc, on va se préparer. Et puis, dans la journée, si on peut libérer les tensions inutiles, si on peut se relaxer, si on peut se poser. Alors moi, j'utilise un certain nombre de techniques. On transmet tout ça. Et puis, le soir, avoir de l'exercice, évidemment. C'est pas ici que je vais dire autre chose que faire de l'activité physique, bien sûr. Et puis, une alimentation. Bon, là aussi, il y a des gens prestigieux tels qu'Anthony qui passent régulièrement ici et qui sont porteurs de messages extraordinaires. Donc, si on a une activité physique adaptée, si on arrive à libérer les tensions en journée, et si on s'alimente correctement, qu'on respecte son horloge, alors les choses vont bien. Après, selon les âges, évidemment, il y a des situations plus ou moins compliquées. Pour les femmes, on sait que la période de préménopause, ménopause et post-ménopause, c'est compliqué. Pour des gens qui sont comme moi, un peu plus âgés, on peut avoir des fluctuations, mais c'est naturel, il ne faut pas s'inquiéter. Je crois qu'une de mes missions, je ne sais pas si c'est mission, c'est peut-être prétentieux mission, mais après tout, pourquoi pas. Un de mes rôles, en tout cas, c'est d'expliquer aux gens, vous inquiétez pas, inquiétez-vous si les choses se dégradent, mais parlez-en à votre médecin, mais soyez aussi attentifs, soyez vraiment conscients que le sommeil, lui aussi, prend de l'âge. Donc, il évolue. Et est-ce que c'est grave de mal dormir ? Parce qu'en fait, parfois, donc on nous dit tous ces trucs, voilà, si tu dors pas, augmentation de maladies cardiovasculaires, risque d'Alzheimer, enfin voilà, on a tout un espèce de panel comme ça de risques. En même temps, on nous dit, si tu dors pas bien une nuit ou deux, c'est pas grave. On peut quand même faire face. On est fait quand même pour ça, pour résister. Et en même temps, on a nos montres qui nous disent, t'as pas bien dormi cette nuit, qualité de sommeil. Ne pas trop écouter ses montres. Enfin,
On a beaucoup de messages, en fait, un peu de tout et son contraire. Donc, quelle est la gravité et à quel moment est-ce que ça devient grave ? Alors, si on parle de l'insomnie, puisque c'est quand même un des troubles les plus importants à prendre en compte. 3-4 nuits sans sommeil correct, c'est pas très grave. 3-4 nuits d'affilée, comme ça, oui, voilà, je dis, un coup de bourre. Je ne parle pas de nuit blanche. Hein. Là, on a bientôt le départ de la course du Figaro. Là, ça va être compliqué parce qu'ils vont pendant être 3 jours quasiment avec pas de sommeil du tout. Si on prend le Vendée Globe, sur 3 mois, ils vont dormir par phase de 20 minutes, 40 minutes quand tout va bien, voire 3 heures exceptionnellement. Mais ils arrivent à dormir un petit peu quand même. Donc c'est quand même important d'avoir tous ces temps. J'ai oublié la question. Non, quelle est la oui, gravité... Alzheimer, ça doit être le lien avec Alzheimer. Je dois mal dormir. Oui, non, les insomnies ponctuelles, c'est pas très grave. On va avoir sans doute un sommeil de rebond dans les jours qui suivent, qui va permettre de régler. Donc 2-3 jours après, on redort bien et ça va mieux. Mais l'insomnie, c'est comme le burn-out. Parfois, les mots méritent d'être expliqués. Une insomnie, c'est j'ai du mal à m'endormir et où je me réveille la nuit avec des difficultés d'endormissement et où je me réveille plus tôt que prévu le matin. J'ai une plainte de sommeil, c'est-à-dire que je considère que je n'ai pas un sommeil récupérateur. Donc ça, c'est vraiment réveil. Et en journée, je ne suis pas en forme. 3 fois par semaine depuis au moins 3 mois. Ça, c'est une insomnie chronique. Et là, vraiment, il faut la prendre en considération parce que tous les risques évoqués, maladies cardiovasculaires, etc. C'est là que les risques augmentent. Oui, bien sûr. Et ça correspond à combien de personnes à peu près en France ? Est-ce qu'on a un chiffre ? Non, alors moi, les chiffres, je m'arrête jamais sur les chiffres parce qu'ils peuvent toujours être contredits. En revanche, ce qu'il faut, c'est que les personnes prennent conscience que on ne laisse pas les choses aller, on ne s'inquiète pas tout de suite parce que sinon, oui. Alors surtout en regardant les montres, tous les outils connectés aujourd'hui, alors même si ça va très vite, hein, mais aujourd'hui, les outils connectés ne sont pas très fiables. Je suis d'accord. Alors, ils vont donner certains éléments, tout ce qui touche au système cardiaque, puisqu'ils sont basés un peu là-dessus, même si c'est sûr ou sous-estimé, mais le temps d'endormissement, etc. Mais on ne va pas donner les rythmes, les phases de sommeil. Or, ce sont les phases de sommeil qui sont les plus importantes. Donc les gens regardent, ah oui, ma montre a dit que j'ai pas... Alors ça n'en est pas une, celle-là. Hein. j'ai pas bien dormi, mais on n'a pas besoin de regarder la montre pour savoir. Tout à fait, on le sait si on est crevé. Eh ben oui, et du coup, on devient cyberchondriaque, quoi. À force de vouloir être dans... Ben oui, on veut être dans sommeil, pardon. Donc on veut être trop près de la norme. Trop parfait. La norme, elle n'existe pas. Elle est qu'est-ce que je fais pour moi qui est en phase avec mon mode de fonctionnement. C'est ça qui est important. Et c'est pas parce que quelqu'un va... Alors, on se méfie, il y a des bornes hein, quand même. On dit 6-9 heures pour un adulte. En dessous de 6 heures, c'est pas la majorité, bien au contraire. Et au-delà de 9 heures, c'est pareil, on peut avoir quelques doutes sur la bonne santé de la personne. Et ça, c'est la médecine qui prend en charge. Mais globalement, il ne faut pas s'inquiéter si inutilement, si soit la montre, soit même pendant 2-3 nuits, on n'a pas bien dormi. Okay. Mais c'est quand ça s'installe que ça devient embêtant. Et donc cette idée du stress, donc le stress qui nous empêche de dormir, ça c'est quand même une constante qui revient en permanence. Et en fait, tout le monde te dit « Ah, tu dors mal, mais t'es stressé ». On est stressé, en même temps, on ne l'est pas non plus trop. Enfin, comment est-ce qu'on fait pour gérer son stress comme ça ? Il y a le stress de l'endormissement. Moi, je l'avais, ça, par exemple. C'est-à-dire que finalement, j'avais peur d'aller dormir parce que je savais que j'allais mal dormir et que j'allais pas bien dormir et que ça allait être l'enfer. Après, il y a aussi le stress parce que, voilà, en ce moment, on est dans une période de boulot intense. On a envie que ça se passe bien, donc ça mouline. Il y a une espèce de stress aussi parfois parce qu'on a trop regardé les news. On a l'impression que le monde va s'écrouler sur notre tête en permanence. Comment est-ce qu'on fait pour gérer ce stress ? Est-ce qu'il y a des doses ? Est-ce qu'il faut prendre sa dose à un certain moment et puis la calmer ? Libérer les tensions, ce que je disais tout à l'heure, au fil de la journée, par des techniques simples de respiration. Alors moi, je travaille à partir de la méditation, j'ai mon cursus, je suis coach en cohérence cardiaque, donc là aussi on a des techniques, psychologie positive aussi, regardons la vie telle qu'elle est, etc. Enfin, se poser dans la journée. Et si on arrive le soir relativement posé, si on respecte son horloge, et si on a
une hygiène de vie correcte, on s'endort rapidement. On s'endort rapidement. Alors, se poser dans la journée. Donc, venons sur ce terme. C'est au moins la 3e fois que vous me le dites. C'est quoi ça, se poser dans la journée et libérer ses tensions? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est, pour moi, libérer les tensions, c'est aller nager 45 minutes avec au moins 20 minutes de fractionné. Sinon, les tensions ne sont pas libérées. Oui, mais là, Lucille, on est sur le physique pour se détendre, d'accord? Et ça fonctionne. Mais il y a le mental aussi. On a une approche holistique quand même. Hein. N'oublions pas que le physique va alimenter le mental le physique. Et ben, libérer ces tensions, c'est-à-dire prendre le recul nécessaire. Alors, j'évoquais la méditation, par exemple. Mais il ne s'agit pas de rester en position zen pendant 20 minutes, etc. Simplement, se poser tranquillement, prendre 5 minutes. Par exemple, les chefs d'entreprise qu'on peut rencontrer, moi, souvent, je leur dis par rapport au stress. Je dis, mais alors, comment vous faites quand vous préparez... Ah bah, j'ai un détail précis. Hein. Ou alors, j'ai mes fichiers, j'ai mes... Ah bah. Je dis, et vous préparez comment? La question, je viens de Mars. Hein. Prenez 5 minutes pour vous poser. Et on fait quoi pendant ces 5 minutes de poser? Alors, on va soit faire de la méditation, soit de la cohérence cardiaque, par exemple. Tout simplement, c'est respirer, c'est fondamental. Savoir respirer, c'est fondamental. Quand une pratique, je dis aux gens, tiens, vous prenez votre pouls, et voilà. On peut le faire, hein, Lucille. Voilà, allez, on prend son pouls. Donc, pour prendre le pouce assez. Moi, je prends là, normalement. Oui, ben, on va essayer là. Dans le prolongement du pouce, là, il y a un petit creux. Voilà, il y a un petit creux. Et on essaie de le choper. Voilà. Et quand on l'a, voilà, on se centre sur la force et la fréquence. D'accord? Et puis, là, on inspire tranquillement, naturellement. Et on souffle très, très, très lentement. Et on regarde la pulsation, ce qu'elle fait. Voir si elle bouge ou pas, et dans quel sens. Alors, je prends un risque, hein, parce que si ça ne marche pas, c'est pas toujours perceptible. Hein, mais... Ça ralentit. Ouais, ça ralentit. Et oui, ça, c'est les effets inotropes et chronotropes. Alors, je ne veux pas être trop technique, mais c'est ça, en fait. C'est quand on expire, on met tout le système parasympathique en route. Voir sur une simple expiration, à la main. Alors, quand on met des capteurs, on le voit à l'écran. Ça suffit. Les gens ont compris que ça sert à quelque chose. Parce que quand on dit tu respires, bon, c'est sympa, le sage, il me raconte un truc. Oui, mais en fait, est-ce que ça suffit? Je pense que c'est plus ça la réflexion. C'est parce qu'on dit, ah oui, 2 respirations, c'est bon, je peux le faire. Mais est-ce que ça suffit? Et en fait, finalement, les gens ne le font pas. Quand ils auront expérimenté, moi je dis toujours aux gens, ne me croyez pas, mais essayez. Mais ne me croyez pas, évidemment. Seul le résultat de votre expérience va fonctionner. Mais quand on leur met un capteur et qu'ils voient le retour, on est vraiment sur du biofeedback. Hein. Et du coup, là, ils se disent, ah bah oui, tiens, cohérence cardiaque, quand on voit la courbe qui se met en place, moi j'ai rien fait, c'est eux qui ont respiré et qui ont mis du positif. Parce que la cohérence cardiaque, c'est pas que la respiration 5-5, c'est aussi aller mettre du positif. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais ça se fait, mais il ne faut pas passer 3 heures là-dessus. C'est quoi la cohérence cardiaque exactement, hein, par rapport à la méditation ou à la respiration au carré, par exemple? Alors, les respirations, si on veut aller sur ce terrain, on va dire les respirations, pour moi, il y a trois grandes formes. La respiration relaxante. Alors, toujours travailler avec l'abdomen, bien évidemment, et ce diaphragme et le nerf vague qui passe par là, parce que ce nerf vague, il est fondamental. Donc, la respiration relaxante, on n'est pas comme ça, on est posé, les 2 pieds bien à plat sur le sol. Voilà. On inspire tranquillement, par le nez de préférence d'ailleurs, il y a plein de capteurs dans le fond du nez qui vont au cerveau. Là. Et puis, on expire par la bouche. Mais, par exemple, 2 fois plus de temps qu'on a mis pour inspirer. Donc, on inspire par exemple sur 3-4 secondes et on souffle tranquillement. Et on relâche tous les muscles du corps maintenant. Ça. Respiration dite relaxante. Ce qu'on va utiliser quand on fait, par exemple, pour engager une sieste. Quand on veut prendre un départ de course, quelle qu'elle soit, souvent on a besoin de se dynamiser. Donc là, on va faire l'inverse. On va souffler comme ça, souvent, très, très souvent. Et puis, il y a les respirations. Donc là, on a fait inspiration courte, expiration longue. Après, on a fait inspiration longue, expiration courte. Et bien là, on va faire au carré. Alors, le carré, c'est quoi? C'est que je vais inspirer, par exemple, 3 secondes, bloquer
poumon plein pendant 3 secondes, j'expire pendant 3 secondes, voilà. En fait, on rééquilibre oxygène, gaz carbonique. Ça, c'est plutôt concentration. Mais après, qu'importe, il va y avoir des gens qui vont vous dire ça. Le principal, c'est de respirer. Ça va. Après, la respiration de cohérence cardiaque, on va inspirer pendant 5 secondes et expirer pendant 5 secondes. Après, il y a tous des phénomènes de boucle de rétroaction entre le cœur, qui est un mini-cerveau, on a quand même 40 000 neurones ici, d'accord, qui vont monter et redescendre, des boucles de rétroaction. Et on voit des courbes qui sont très hachées quand on démarre la pratique. Et la respiration fait qu'on va calmer les battements cardiaques et on va harmoniser la respiration. Et du coup, on calme son mental. Et ça a un rapport avec quoi? Donc, c'est les poumons, la respiration, ou est-ce que c'est vraiment finalement un signal que le cerveau envoie à tout l'organisme, que tout va bien et qu'on a le temps? Qu'est-ce qui se passe physiologiquement? Ça boucle. Là, on ne va pas trop aller dans la technique, mais les messages afférents, c'est-à-dire le cerveau, sur 100% d'informations, il y a 80% d'informations qui montent. Il y a 20% d'informations qui partent, qui repartent, d'accord ? Donc on capte avec tous les sens, et après le cerveau, une fois qu'il a tout analysé, il renvoie ces messages dits efférents un peu partout. Et là, il y a des boucles de rétroaction entre le cœur et le cerveau. Après, c'est un peu technique, donc on ne va peut-être pas trop y aller, mais sur les fréquences qui vont être... Quand on inspire, on va avoir un certain nombre de messages qui vont au cerveau, qui va réagir dans l'autre sens. Donc en fait, on va réguler. C'est ça qui est intéressant dans la cohérence cardiaque, c'est qu'on régule les battements cardiaques qui ne sont que le reflet de nos émotions. Quand on est stressé, une émotion vive, on a le cœur qui s'affole tout de suite. Alors que quand on respire tranquillement, et notamment à la fréquence de 5 secondes, 6 respirations par minute, c'est cette notion de 5 secondes d'inspiration et 5 secondes d'expiration qui est important. Alors vous avez des gens qui vont dire, oui, alors moi je fais 4,5, 5,5, enfin bon. Oui, c'est une moyenne. Les purs, c'est pas, non, d'accord, les purs, c'est scientifiquement, c'est vraiment 10. HeartMath, c'est ça. Quand David Servan-Schreiber en a parlé dans son bouquin Guérir, il parlait de ça. Et aujourd'hui, c'est pas démenti. Alors après, on va avoir des gens qui vont apporter... Moi, voilà. C'est comme quand je cuisine, hein. Moi c'est au gramme près. On me dit c'est ça, je ne déroge pas. Il y a des experts qui ont fait des choses. Moi je répète simplement. Et l'affirmation positive qui va avec, c'est on se parle. Oui, alors on se parle. On veut passer en gros du cortisol quand on est stressé vers la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine et les endorphines. Et ça, c'est les pensées positives que vont nous amener tout ça. On voit bien le soir aussi, pour s'endormir tout simplement, on respire tranquillement par exemple. De toute façon, le soir pour s'endormir, ce qui est plutôt bien, c'est à la fois des respirations relaxantes comme ça, et puis de la cohérence cardiaque par exemple. Hein, on peut les mettre à suivre. Une va permettre par exemple de descendre la température et l'autre de se détendre. Et du coup, et puis on occupe le cerveau. On évite ce qu'on appelle le réseau neuronal par défaut, qui dès qu'on ne pense plus à rien, en fait, il y a quelque chose qui arrive. Donc, il faut l'occuper. Et on l'occupe par la respiration notamment. Alors, une technique simple, parce que si on dit aux gens, allez, centrez-vous sur la température de l'air et qui sort de vos narines, au bout d'une minute, ça y est, vous avez lâché. Oui, tout à fait. Une autre technique, c'est de mettre la main sur le ventre, par exemple, voire sur le thorax, voilà, et puis d'inspirer, de se centrer. Et là, vous êtes centré sur quelque chose qui bouge, donc c'est plus facile de maintenir. Et vous faites ça. La concentration. Et oui, vous déplacez. Le cerveau, il vient plus se focaliser ailleurs. Il n'est plus en dérive. Et pour la nuit, c'est ça. Je disais tout à l'heure, c'est pas de se réveiller qui pose problème la nuit, c'est de se rendormir. Si on laisse le cerveau partir, c'est cuit. Alors, on va en revenir juste aux insomnies, mais là, donc, ce dont on parlait, c'était de se faire une pause dans la journée, comme vous disiez, puisque le sommeil se prépare le jour. Donc, ce genre de pause, comme ça, de cohérence cardiaque, respiration, méditation, c'est dans la journée, plusieurs fois dans la journée. Quand on a besoin, quand on peut. Alors, après, il y a des sociétés qui ont plus ou moins des lieux dédiés pour ça. Enfin, c'est compliqué parfois, mais on peut s'isoler. On peut... pourquoi pas aller dans sa voiture ou dans une pièce si c'est possible, voilà. Mais s'isoler simplement, se centrer sur soi et poser
essayer de ne pas être débordé par les émotions. Et est-ce que parfois, ça vaut mieux d'écouter quelque chose, par exemple une méditation guidée ou une cohérence cardiaque guidée, parce que comme ça, sûr. on est... Alors, parfois, personnellement, on a j'essaye... le cerveau qui part, hein. Là, par exemple, sur les respirations, aujourd'hui, on voit des choses apparaître avec des équipements, etc., qu'il faut porter et tout. Personnellement, je suis plus pour l'autonomie, sans équipement, sans... Après, moi, quand j'ai envie de méditer, parfois, ça me fatigue et j'écoute des podcasts. J'écoute pour me laisser aller. Je me laisse porter. Il ne faut pas se faire mal non plus, hein. Il ne faut pas être dans l'épure toujours, c'est de se dire... Bah oui, il y a des gens qui vont s'endormir, par exemple, avec de... Tiens, un exemple. Il y a des gens qui vont s'endormir avec de la musique. Bon, c'est rarement du métal, mais bon, pourquoi pas, hein. Alors, ils vont s'endormir avec la musique. Où est le problème? Si c'est leur doudou. Après, le problème, c'est plutôt les écouteurs, enfin, etc. Mais il y a des gens qui s'endorment comme ça. Moi, j'utilise énormément la sonothérapie. Je ne sais pas si vous connaissez. En fait, c'est des sons binauraux. On brouille le cerveau. Voilà, c'est ça. C'est ce que je disais. Et ça en fait, on marche brouille. super bien. bien. Oui. Et comme ça, comme on le brouille, il ne peut pas se focaliser sur d'autres choses. Oui. C'est une forme de méditation, en fait. On vient troubler. C'est super. Donc ça, c'est dans la journée. Donc des petits moments comme ça à soi, et ça marche. Ça fait que ça peut marcher. En tout cas, il faut essayer. Fin de journée. Après, alors moi, le ça marche ou ça marche pas, je reste toujours très prudent parce que des gens qui me disent ah bah tiens, vous êtes un peu sophrologue, donc j'aimerais bien faire de la sophrologie. Mais quelle est votre demande? Et ça correspond peut-être pas à votre besoin, à votre mode de fonctionnement. La méditation, pour moi, ça fonctionne très bien. Enfin, globalement, ça fonctionne bien. Mais peut-être que pour d'autres personnes, ça fonctionnera pas. Donc, il faut aussi trouver les choses les plus adaptées à son mode de fonctionnement. Il faut un peu tester tout ce qui existe. Oui, bien sûr. Et ne pas dire, je veux ça parce que ça a marché sur ma copine ou mon copain. Non, c'est comment moi je fonctionne. Et c'est vraiment dans l'échange, dans l'alliance thérapeutique aussi qu'on peut avoir avec la personne qui vous accompagne. Parce que si ça ne matche pas, même si la technique est bonne, ça ne marchera pas. Donc, utiliser des enregistrements, oui, ça me paraît super bien. Parce que parfois, finalement, on est tellement occupé dans la journée que finalement, c'est le seul moment où on arrive un peu à penser ou à faire un peu un bilan de sa journée, ou où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais. C'est le soir, en fait, quand tout le monde dort et quand on est au lit. En fait, c'est le seul moment où on est un peu posé. Moi, c'est aussi on va ça se fâcher, là, Lucille, parfois tout de suite. Là. Non, alors, je suis d'accord pour faire le bilan de la journée, mais pas dans la chambre. La chambre, c'est sacré. On dort et on se retrouve avec son partenaire ou sa partenaire. Mais la chambre, c'est fait pour dormir. Donc, quand on fait des thérapies, on réapprend aux personnes que la chambre, c'est fait pour dormir. Il y a des gens qui me disent moi, je lis, faut pas lire. C'est pas une salle de lecture, de préférence. Et on dit aux gens, souvent, quand vous réveillez la nuit, vous avez l'impression que vous n'allez pas du tout vous rendormir. Eh bien, vous vous levez et vous allez lire dans une autre pièce, vraiment pour que le cerveau réapprenne que cette chambre, c'est un lieu sacré pour le sommeil. Ouais. Pour la petite histoire, moi j'ai fait une thérapie cognitive comportementale pour l'insomnie. Et donc j'ai fait ça, cette réduction de temps passé au lit. Et donc on a interdiction de passer plus de 10 minutes dans notre lit sans dormir. Ouais. Donc en fait, si on se couche à 23h15 et qu'à 23h25 on ne dort pas, il faut se lever et faire autre chose jusqu'à ce qu'on ressente qu'on est sommeil. Ouais. On retourne et si on ne s'endort toujours pas, on se relève et... Et alors ça fonctionne ? Alors c'est très très dur, mais ça a très bien fonctionné. Voilà, super. Mais oui, par contre c'est dur. Évidemment, il ne faut pas dire aux gens que... Et surtout le matin, interdit de snooze et de... C'est réveil, dans les 5 minutes, t'es levé. C'est ça l'éducation aussi. Hein. Quand je dis le matin, ça commence le matin, c'est ça. Ça sonne, je me lève. Voilà. Ça, c'est dur. Oui, c'est dur, mais voilà. Moi, je fume pas et je bois pas. C'est dur quand on n'est pas du matin. Et je sais pas. Oui, mais c'est comme tout. Quand il faut changer ses modes de fonctionnement, quand il faut sevrer de quelque chose, c'est compliqué manifestement. Eh bien oui, c'est dur, mais c'est tellement mieux. Tout à fait. C'est bien, mais c'est dur, j'en suis conscient. Mais c'est dans la compréhension et dans le partage, dans l'harmonie avec la personne qu'on reçoit, qu'on peut faire passer ce message en disant on gagne à deux ou on perd à deux. Mais vous n'êtes pas seul.
moi je suis là. Et ça, c'est hyper important. Et si la personne se sent épaulée, alors, voilà, il faut l'encourager à. Et après, si vraiment, c'est comme quand les gens portent des machines, quand ils font des apnées, faut vraiment les encourager pour et qu'on ne s'arrête pas au premier échec. Parce que si c'était si simple, il n'y aurait pas tous ces pourcentages que vous évoquiez. Ouais. J'ai une autre question. Est-ce que dormir à deux diminue la qualité du sommeil? C'est presque une question perso, hein, mais... Est-ce qu'on est fait pour dormir à deux? Jeune peut-être. Non, trêve de plaisanterie. Trêve de plaisanterie, mais j'ai des couples, parce que dans mes formations, je vois beaucoup de gens des entreprises notamment, qui... faut diriger l'entreprise quand même, hein, faut avoir la tête sur les épaules, me disent, nous, tu vois, on a 30 ans, on fait chambre à part. Ce n'est pas quelque chose qui est tabou chez eux. Chez les gens de ma génération, on n'était pas dans la même chambre. Oh là là, c'est qu'il y avait l'eau dans le gaz, comme on dit. Hein. Non, aujourd'hui, si chacun respecte le sommeil de l'autre, ça c'est important. Voilà. C'est-à-dire que si effectivement il y a un qui se couche plus tôt, faut aller délicatement dans la chambre pour ne pas réveiller l'autre. Eh oui. Voilà. Ne pas essayer sans doute de faire en sorte que le couche-tôt aille vers le couche-tard, etc. Parce que ça peut être un peu compliqué. Simplement respecter. Donc ça peut être un inconvénient de coucher dans la même chambre. Alors quand on a des horaires décalés, c'est compliqué. Parce que quand vous avez quelqu'un qui va se lever à 4 heures du matin, alors qu'on est plutôt sur du sommeil lent, la personne qui est d'à côté va peut-être avoir des difficultés pour se rendormir. C'est l'éloge de la chambre à part là que vous me faites, en tant qu'expert et accompagnateur, formateur de sommeil. Quand les personnes... Alors en plus, il y a les ronflements éventuellement. Hein. Bon, oui. On n'a pas mis tout ça. Hein. Non, mais effectivement, c'est comme... Tiens, ou aussi la température. Il y en a qui veulent dormir dans du très froid, d'autres non. Voilà. On parlait d'eux, mais ça peut être un animal aussi dans la chambre. Ouais, c'est dormir à deux, ça aussi. Quand le chat monte sur le lit... j'ai l'impression qu'il y a du vécu. Moi, j'étrangle le chat. Non, mais on a arrêté de faire ça. Oui, non, mais... J'adore mon chat. Oui, on a arrêté. Mais, enfin, il est mort qu'une fois, sans doute, s'il a été étranglé. non, maintenant, il dort à la buanderie. Non, mais on est d'accord. C'est-à-dire que le chat, il vient la nuit. En principe, il est plutôt câblé, lui, pour être en forme. Voilà. Oui, nocturne, pardon. Nocturne, exactement. Donc, lui, il va venir sur le lit. Il va faire des micro-éveils que les personnes ne perçoivent pas obligatoirement. Mais qui fatiguent malgré tout. Qui font des micro-éveils, comme pour les apnées. Et le matin, on est fatigué, on va chercher. De toute façon, globalement, par rapport au sommeil, si je devais résumer, pour moi, c'est est-ce que je suis en forme le matin? Est-ce que je suis en forme en journée? Et si on n'est pas en forme le matin, pas en forme en journée, il faut essayer d'aller trouver pourquoi. Il y a une raison. Elle est soit médicale, dans ces cas-là, elle est prise en charge par les médecins, soit elle est d'ordre comportemental. Et alors, c'est la personne... son comportement. Voilà. Mais il y a une différence entre attitude et comportement. On est bien d'accord. L'attitude, c'est ce que j'ai dans la tête. Oui, je suis d'accord avec ce que dit Patrick. Mon comportement, c'est je fais ou je fais pas. Eh oui, bien sûr. Comme beaucoup de gens disent je vais faire du sport, mais ils le font pas. Exactement. Oui. C'est bien la différence. Il faut le faire. J'insiste sur cette notion de attitude et comportement. Parce que c'est hyper important. Il faut être bien dans sa tête, dire ok, j'y vais. Mais si j'y vais, j'y vais. Je n'ose pas, j'arrête. Oui, effectivement. Et je le fais. C'est une discipline, encore une fois. C'est comme sûr. Pour manger ou le sport ou quoi. Il faut de se discipliner un peu. La vie fait que on a plein de perturbateurs. La lumière, le boulot, voilà. Donc, il faut essayer de gérer au mieux ces perturbateurs. Je crois que c'est un petit peu ça, en fait. Donc, ça veut dire faire des sacrifices. Et oui, il faut faire des sacrifices. Moi, il y a des gens qui me disent « Ah ouais, mais tu te rends compte, moi, je rentre le soir, hein, alors, écoute, je vais pas me coucher tout de suite, parce que j'ai l'impression que je travaille, je dors. Ouais. Je dis, alors, qu'est-ce que tu fais le week-end ? Je récupère. Et je dis, oui. Conclusion, tu as fusillé ton week-end. Donc, tu vas pas être en harmonie avec le reste de ta famille, parce que toi, tu vas essayer de récupérer. Ça marche bien comme discours. Parce que du coup, les gens se disent, ah ouais, finalement, je suis jamais bien. Parce que le soir, j'essaye de compenser en étant tout seul sur des jeux. Un peu de loisirs, pourquoi pas. Ouais. Voilà, exactement. Et le week-end, j'essaye de récupérer. C'est bien que je ne profite pas
Je suis en décalage, en fait. Mais c'est vrai qu'on est tellement tenté. Parce que finalement, le soir, les séries, regarder des trucs, même parfois lire, finalement, le livre qui est intéressant ou quoi. Donc, en fait, on est tout le temps tenté de ne pas dormir ou aller voir des copains. Oui, mais on lit avant d'aller se coucher, par exemple. D'accord ? On lit dans la pièce à côté. On baisse la lumière, puisque la lumière, c'est extrêmement important. Donc, on baisse la couleur, la température. Ouais. On va changer. On va jouer plutôt rouge-orangé, plutôt les lumières. On ne repasse pas dans la salle de bain, évidemment. C'est-à-dire qu'on est passé dans la salle de bain avant d'aller s'installer à la télé. Parce qu'en fait, on est en train de s'endormir. Et là, la lumière de la salle de bain pour brosser les dents et tout. Oui. Moi, j'ai essayé à un moment donné, dans ma salle de bain, le soir, je mettais des bougies. Oui. En fait, c'est juste que c'est un peu chiant à allumer. Ouais. Mais c'était pas mal. Alors, il y a peut-être... Non, il y a quelqu'un qui a lancé... j'ai pas vu ce produit, enfin, je l'ai vu comme ça, mais c'est une petite lumière rouge avec une espèce de forme de flamme. Là, c'est sympa, plutôt. C'est bien kitsch, ça. Oui, non, mais... Ouais, mais je pense que ça peut fonctionner, parce que cette lumière rouge, en fait, va pas bloquer la mélatonine, va pas avoir cette côté agressif. Donc, je pense que ça vaut le coup d'expérimenter. Aujourd'hui, on dit même que pour s'endormir, il faudra mettre de la lumière rouge. Mais on dit tout, et puis après on va dire autre chose, mais il faut juste trouver le bon compromis. Mais je trouve que c'est intéressant d'aller creuser ça quand même. Bon, donc peut-être, c'est... Alors, si en donc plus, faire sa routine de nuit avant d'aller se coucher, bien avant. La routine, elle s'installe tous les jours, bien sûr. Mais surtout, par exemple, là, la salle de bain, non, c'est quand j'ai fini de dîner, suffisamment tôt, si possible. Oui. Ça, c'est encore autre chose. Et puis, je vais m'installer, et je vais voir... Je vais essayer de ne pas aller sur des séries trop prenantes, pas sur des news qui sont plutôt flippantes. Oui, tout à fait. On va sur quelque chose de tranquille, on discute, on écoute de la musique, on lit, voilà, quelque chose de tranquille. Comme un parent dirait à un enfant. Mais c'est ce que j'allais dire. Parce que tout ce que vous me dites, j'ai l'impression de m'entendre avec mon ado. C'est normal, je pourrais être... Pas de portable dans la chambre. À condition de ne pas avoir le sien à ce moment-là. Bien sûr. Oui, non, mais le contre-exemple, attention, c'est le genre de truc, de piège facile. On va voir le gamin, on a le portable en main, puis on dit, non, arrête de regarder ton portable. Ah oui, d'accord. C'est vrai. Et oui. Mais tout ça, c'est du courant. C'est juste, il faut faire un petit peu attention. C'est que des petites choses qui sont extrêmement simples, mais parfois compliquées à mettre en œuvre, mais avec des résultats extraordinaires. Toutes des petites choses, c'est vrai, finalement, tout ce dont on parle, ça paraît tellement facile et simple, mais finalement, 45% de la population française souffre du sommeil. Donc, c'est simple, mais personne ne le fait. Alors, très peu. La feuille de route qui vient d'être éditée, là, justement, dans le cadre de la santé mentale, je répète quand même. Hein. Oui. Donc, c'est bien la Plan preuve santé mentale 2025. Voilà, c'est bien qu'il y a un lien sommeil. Enfin, les autorités ont trouvé ça, parce que la Société française de médecine et de recherche du sommeil, l'INSV, l'Institut national du sommeil et de la vigilance, le réseau Morphée, etc., ça fait combien de temps qu'ils en parlent et ça fait combien de temps qu'ils n'étaient pas écoutés. Donc aujourd'hui, là, ça entre. Et il y a un volet, notamment, auprès des enfants, pour éduquer les enfants. Après, il y a un autre volet pour le public, informer. Moi, c'est ce que j'essaye de faire depuis 15 ans. Et notamment aussi un volet pour les entreprises, pour inciter les entreprises à respecter le sommeil des employés, que ce soit pour les horaires décalés, on pourra d'ailleurs en parler un peu, et aussi pour les messageries et les sollicitations de travail après certaines heures. Si on réfléchit un peu, on trouve aberrant dans des entreprises de signer des accords d'entreprise pour empêcher les gens de regarder leur écran d'ordinateur le week-end. Non mais on marche sur la tête, quoi. Ouais, mais en même temps, les gens le font. Ah bah oui, alors moi je m'amuse, parce que moi je suis indépendant, donc je m'amuse. J'envoie des messages le week-end sur Link, par exemple. Eh bien sur Link, qu'est-ce qu'on voit ? Des gens qui réagissent dans des temps très très courts. Tout à fait. C'est très amusant. Alors, moi je le fais pour m'amuser, parce que ça me permet de faire des petites stats, enfin des choses comme ça. Mais ça veut dire que les gens, ils décrochent pas. Moi, le soir, à 20h, mon téléphone est coupé. Parce que dans mes formations, je dis aux gens, voilà, il y a un SAV pendant 6 mois. Voilà, je vous offre un SAV. Vous pouvez m'appeler si vous avez un souci. Et j'essaie de vous accompagner. Alors, évidemment, on va dire, attends Patrick, on va t'appeler le soir. Pendant l'insomnie. Ouais, à 23h. Sauf que moi, à 20h, c'est coupé.
mon téléphone est coupé. Voilà. Mhm. Donc, c'est cette discipline. Moi, ça ne me manque pas. Hein. Ouais, JOMO, FOMO, ça vous dit quelque chose, tout ça? JOMO, Le FOMO, Fear oui. of Missing Out, Yes. peur de manquer quelque Voilà, chose. qui est passé à JOMO, Joy of Missing Out. Ah, Eh oui. pas mal. Le plaisir aujourd'hui de plus être... À fond dans tous Non mais les c'est trucs. dingo. Ce matin, je venais de Nantes là, et je regardais un peu dans Dans le train, le train et dans le métro. C'est top, quoi, franchement. Hein. tout le monde est sur son téléphone en Ah ouais. permanence. Moi, j'ai l'impression d'être un zombie, quoi. Mm. Et Enfin non, les franchement- autres sont un zombie, pas vous, mais Oui, non, vous non, êtes mais observateur du dans- Zombieland. oui, mais c'est l'impression que c'est moi qui suis à côté, Ouais, hors norme. c'est vrai, De c'est même, vrai. depuis Covid, moi, je n'écoute plus la radio quasiment en journée. Et le soir, je filtre beaucoup Mm. mes informations. Je préfère lire un quotidien à peu près sérieux. Et voilà. Mm. Donc, pour m'informer, parce qu'on peut Finalement, pas... c'est vraiment revenir aux sources. Bah oui. Dans le revenir aux sources, j'aimerais juste qu'on parle aussi dans la routine de la tisane. Est-ce que la tisane aide à dormir ou est-ce que c'est contre-productif? Je dirais Non, mais c'est les deux. Mais c'est les bien deux. parce que Alors- moi j'ai une sœur qui Non, mais- est donc médecin, Oui. elle, et elle m'a fait tout un speech sur la tisane. Je vous en Alors- parlerai juste après. Ouais, alors moi, je vais donner juste un avis comme ça. La tisane peut aussi entrer dans les rituels. Voilà. Donc, voilà. La tisane, c'est plutôt quelque chose de chaud. Et c'est intéressant parce que ça va peut-être amener aussi une réaction du corps qui va, par vasodilatation, etc., permettre de refroidir. Pourquoi pas? Mais souvent, il y a ce geste. L'inconvénient, c'est qu'on peut se lever la nuit pour aller aux toilettes. Hmm. Voilà. Donc c'est à la fois bien et faut choisir ce qui est le mieux. Ah ouais, tout à fait. Non, mais en plus, souvent la tisane, en fait, c'est un peu aussi associé à une petite sucrerie. Donc parfois, les gens vont tremper un petit gâteau, un petit Ah. bout de chocolat. Du coup, ça remonte un peu le taux de glucides et ça favorise l'éveil. Et il y a aussi, en effet, ce côté aller faire pipi en pleine nuit. Et finalement, en fait, déshydratation. Parce qu'en fait, finalement, on se déshydrate, donc on récupère moins bien. Et il y a aussi un reflux gastro-œsophagien qui peut s'installer. Parce qu'en fait, on boit, après on se couche. Et c'est pas idéal au niveau de l'œsophage. C'est pour ça aussi, si on revient aussi au niveau des repas, hein, un délai de 2 heures paraît quand même plus Oui, que mais alors ça, souhaitable. par exemple, le délai de 2 heures. Mais c'est compliqué. C'est bien si tu habites au Danemark, peut-être, Oui. et que l'école finit à 15h et qu'à 17h, tout le monde est rentré à la maison. Mais par exemple, en France, où les activités extrascolaires des enfants souvent finissent à 19h, parfois 20h, ils rentrent, ils ont faim, et ensuite, voilà, il est déjà 21h15 et il faut se coucher rapidement. Mais Donc, de même que les adultes qui vont faire du sport. Oui, tout à fait. Le soir, on voit bien que quand on va faire du sport le soir, on constate, moi je pose la question, hein, puis dans les questionnaires que j'envoie, il y a un certain nombre d'éléments qu'on va mesurer, c'est-à-dire soit avec des données objectives ou subjectives. Quand on met des montres, des actimètres par exemple, Mhm. pour mesurer les mouvements, etc., on voit des choses. La présence de la lumière ou pas dans la pièce, etc., Bien on sûr, a la des musique éléments. très forte. Voilà. Et donc le soir, les gens vont faire du sport, donc leur corps va monter en température, le rythme cardiaque, etc., va monter. Il faut que ça redescende. Mais entre avoir une difficulté d'endormissement si on s'endort beaucoup trop, enfin si on se couche beaucoup trop tôt par rapport à cette fin d'activité, on peut avoir des difficultés d'endormissement. Mais entre cette difficulté ponctuelle et ne pas faire d'activité physique, le choix est vite fait. Hein. Ouais, je suis d'accord, mais malgré tout, moi, par exemple, nager le soir, c'est l'horreur. Si je nage le soir, je ne dors pas de la nuit. Ouais. Parce qu'en fait, la piscine, il y a plein de lumière, ça m'a Oui. activé à mort. On voit bien avec les sportifs qui sont en foot, par exemple, etc., handballeuses, volleyeuses, enfin, tous ces gens-là ont des difficultés, bien évidemment. Et oui, les matchs très tard le soir, en plus avec l'adrénaline. Et alors moi aussi, récemment, là, j'étais avec des équipes féminines en dévolley, des jeunes femmes, hein, entre 18 et 25 ans, donc une partie en scolarité. Donc c'est compliqué, quoi. C'est très compliqué. Ah oui. Parce qu'il faut se lever comme pour les nageurs. Hein. Il faut se lever, il y a les entraînements, il y a les repos, il y a les déplacements. Ça s'ajoute au commun des mortels. Mhm. Donc, sportif, c'est compliqué. D'ailleurs, est-ce que le sport peut empêcher de dormir trop de sport? Ah ben, je pense que oui. Alors, on peut trop... en tout cas...
trop fatigué, les muscles trop... Alors, trop fatigué, non, je répète, si on revient à la définition du début, la fatigue, c'est... Je n'ai pas la force physique ou mentale. Okay. Le temps d'éveil, là, il y avait récemment le Tour du Mont Blanc, avec des travaux faits par Rémi Urdiel qui sont super passionnants, qui suit le sommeil des sportifs depuis très longtemps, où on a des insomnies, ou des hallucinations parce qu'on ne dort pas assez, par exemple. Donc, est-ce que le sommeil, le sport peut empêcher de dormir? Oui, si on en fait trop, si on ne prend pas assez de repos. Il faut savoir aussi qu'un sportif de haut niveau a des besoins supérieurs que... moi en tout cas, a besoin pour récupérer, réduire le risque de blessure, avoir des maladies, se reconstituer sur le plan musculaire, etc. Ils ont des besoins, alors que c'est souvent pas atteint, ça. Tout à fait. D'ailleurs, en Norvège, c'est une des grosses spécificités norvégiennes, c'est 1 heure de sport pour les sportifs de haut niveau égale 1 heure de sommeil en plus. Donc, par exemple, s'ils s'entraînent 4 heures dans la journée, ils vont essayer de dormir entre 10 et 12 heures. Alors, je ne sais pas si c'est possible, avec des siestes, j'imagine. Ouais, non, mais c'est compliqué après. Alors après, les siestes, faut les amener. Parce que les siestes, en gros, il y a une espèce de micro-sieste. Alors les gens appellent ça parfois sieste flash, sieste parking, sieste royale. Moi, dans le bouquin, j'ai appelé SM, XL, etc. C'est plus simple, voilà. Toute petite, micro-sommeil. Allez, en Paris-Surface, là, on est tranquille dans le bus, on ferme les yeux un peu. Déjà, le fait de fermer les yeux, on change les ondes cérébrales. On passe en ondes alpha, entre 8 et 12 Hz, donc on est déjà en train de se calmer tranquillement. Après, sieste de 10 minutes, déjà, on peut récupérer de la vigilance pour l'heure qui vient. Donc, il suit un couche tôt. Un soir, j'étais parti faire une conférence pas très très loin de chez moi, mais à 100 km quand même. Il fallait rentrer. Et à 23h, j'étais bien là où j'étais. Et je me suis dit, il faut quand même rentrer. Eh bien, à 7 km de chez moi, je me suis posé, 7 km de l'arrivée, pour dire, voilà, on est sérieux, on s'arrête 10 minutes. Et ça me permet au moins d'être là aujourd'hui. Parce qu'on se surestime très souvent. Attention aux derniers kilomètres qui sont extrêmement mortels. Donc, 5 minutes, 10 minutes d'arrêt, c'est peut-être une vie qui continue. Et juste à la fin de cet épisode, tu m'as promis une sieste de 3 minutes, là. Donc, mais avant, j'ai une dernière question. Donc, pour les personnes qui ont des horaires décalés, c'est très souvent, moi, dans ma communauté, un cas de demande de conseil autour de la perte de poids, parce qu'en fait, c'est des personnes qui souffrent énormément de prise de poids et de surpoids, parce qu'en fait, leur sommeil est déréglé, et donc ça augmente leur appétit et même la régulation de tout leur stockage de graisse et leur métabolisme. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a des sommeils comme ça perturbés par un travail contraignant ? Alors, merci pour cette question, parce que je vais aborder 2 choses. On va revenir sur l'obésité, etc., mais le risque de développer des cancers notamment. Actuellement en France, il y a 7 cas qui sont passés au tribunal et que 7 femmes infirmières de nuit ont fait reconnaître leur cancer du sein comme maladie professionnelle. Ouais. Donc l'ANSES a diffusé il y a 10 ans presque maintenant, un rapport de 500 pages sur les risques liés au travail de nuit, aux horaires atypiques. Et là, on commence à en voir les causes. Donc, c'est passer sa carrière en horaire de nuit, on est complètement en décalage, tout le temps, y compris le week-end, en décalage avec sa famille. Donc ça, c'est très compliqué. Donc je pense que un jour, ça se régulera. On ne pourra plus aller vers des gens qui... Des carrières longues comme ça, non, ça doit durer quelques années max. Oui, mais pourquoi on y va ? Faut dire les choses. Parce que ça paye mieux, que la pression professionnelle est quand même moins importante, qu'en journée, on fait ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on a souvent des gens qui sont courageux, qui font des doubles journées. Donc, ils s'épuisent. Et un jour, on leur dit, ça serait bien d'arrêter, etc. Ils vont perdre quoi ? Alors, la liberté de la journée, la double activité, oui, pourquoi pas. Mais surtout de la rémunération. Une organisation, parce qu'il y en a un qui va conduire les enfants à l'école le matin.
Et c'est très compliqué. Donc, je pense que là, il faut faire très, très attention à cette notion de travail. Après, sur les horaires atypiques, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que justement, il y a un truc à manger, orienter son alimentation ou son La sport nuit, pour favoriser un meilleur rythme ? Alors, on va essayer de garder des rythmes de repas, mais la nuit, effectivement, très souvent, l'alimentation va être trop sucrée. Grignotage permanent et pour voilà. tenir le coup. Voilà, donc on va plutôt être sur des protéines de type poulet ou des choses comme ça. Il faut quand même manger. Le matin, quand on rentre, prendre un petit déjeuner léger quand même, pas s'exposer à la lumière. Donc pourquoi pas mettre des lunettes de soleil pour filtrer un petit peu cette lumière, s'endormir plus facilement. Et l'après-midi, j'allais dire, presque de façon obligatoire, faire une sieste d'1h30. Parce qu'un travailleur de nuit va se coucher vers 6, 7, 8 heures. Du matin. Mais son corps lui dit « Hey, on se lève, c'est l'heure ». Cortisol et mélatonine vont être en sens inverse. Et si on essaye de se coucher à 7-8 heures, on va finir, parce que la pression de sommeil est telle que... Mais on va se réveiller au bout de 3 cycles, par exemple. Et là, on va avoir du mal à se rendormir, parce que... Il est midi, il y a du bruit, il y a de la lumière, pourquoi pas, etc. Donc on va être en dette. C'est-à-dire qu'on va avoir au moins un cycle de moins par nuit. C'est-à-dire qu'à la fin de la semaine, c'est une nuit en moins. Donc ça ne se rattrape pas. Dans le corps, la nuit, c'est très actif ce qui se passe dans le corps. Donc il y a des choses qui passent, elles ne repassent pas. On passe à la nuit suivante. Donc il y a des choses qui ne sont pas réparées. La mémoire, les muscles, Par les exemple, tendons, les oui, os. Exactement. Donc il faut essayer. Il y a 25% des gens qui sont en horaire atypique. Donc, essayer d'avoir l'activité physique et une alimentation adaptée, effectivement, à pas grignoter et manger, alors, évidemment s'hydrater. Le café, on fait attention, parce que le café, on n'en a pas parlé, mais le café, c'est plutôt très bien. C'est plutôt très bien. Ça va peut-être faire une transition avec la pratique de la sieste, mais 3 cafés par jour, on dit que c'est plutôt bien, y compris pour le système cardiovasculaire. Mais si on prend trop près de l'heure d'endormissement, on va voir un effet de la caféine qui va être important. Parce que la caféine, en gros, selon les écoles, on va dire, mais allez, on boit un café, il faut à peu près 15 à 20 minutes pour que les systèmes d'éveil soient à peu près bloqués. Le pic d'activité, c'est 1 heure après. Et après, ça descend tout doucement. C'est-à-dire 3-4 heures après, on est en demi-vie de la caféine. Et 6-8 heures après, on est en quart. Donc, si on est en travail de jour, là par exemple, on prend un café ce matin à 7 heures, paf, allez, à 15 heures, il nous reste encore 25%. Mais entre-temps, on en a repris un petit café. Bien sûr, c'est énorme. Si on en a repris un à 11 heures. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut arrêter, parce que les gens disent « Oui, ça me fait rien. » Ils ont l'impression que ça fait rien. Mais ça peut déstructurer le sommeil quand même. Déstructurer le sommeil, même si on s'endort malgré tout. Oui. C'est comme l'alcool. Je dis, ça m'endort. Oui, c'est sûr, ça t'endort. Ça dépend de la dose, mais ça t'endort. Le matin, vous parlez de déshydratation, comment ça se passe et comment le sommeil a été haché. Oui. L'avantage, c'est qu'on fait un apprentissage d'un sommeil de personnes âgées dans ces cas-là, c'est-à-dire avec des réveils plus fréquents. Alors justement, avant que tu nous fasses cette micro-sieste, donc toi, tu as plus de 70 ans. Comment est-ce que tu dors ? Parce que moi, j'ai vraiment les exemples avec mes parents de sommeil très perturbé. Comment est-ce que tu arrives à dormir bien après 70 ans ? Je crois que j'ai une discipline de vie qui est un peu... Je suis pas un moine, c'est pas monastique chez moi, mais je crois avoir une grande régularité. Et dès l'instant où je vais décaler, je vais savoir pourquoi tous les matins je suis debout à 5h30. Mais c'est pas bien, c'est mon rythme. C'est pas bien ? Non, je veux dire c'est pas bien, c'est pas un modèle dans ce sens-là. C'est mon rythme, ça me pose aucun problème. Et je suis tout de suite dans les tours, comme on dit. Quelle chance. Je ne sais pas. Ça correspond à mon mode de fonctionnement. Moi, je trouve, malgré tout, c'est une aparté, mais dans la vie dans laquelle on est en ce moment, c'est plus facile et c'est mieux mis en valeur d'être du matin que du soir. Ouais. C'est un avantage sociétal. Oui, mais je ne veux pas le présenter comme ça, mais pour moi, ça me va bien. Et en plus, moi qui suis du soir, je le vis. Et en plus, le soir,
je connais 21h30, là il y a un super train qui passe. Hein. Alors super. Hein. Ah, c'est très amusant parce que dans le bouquin, quand j'avais écrit le bouquin... C'est tôt, c'est le début de journée. Oui, non mais c'est très étonnant parce que quand j'avais rédigé, il y avait un passage là-dessus. Et j'évoquais, c'était une petite histoire, où je disais qu'il y avait un garçon, quand il était petit, entre 19h55 et 20h05, ses parents lui disaient, toi tu pousses tout sur la table et tu t'endors. Après, ce personnage qui était adulte, à 21h30, quand il était à la chorale, il y avait un passage à vide. Hein. Et si ce n'est pas son pupitre qui chantait, c'était un peu difficile. Et bien ça, ma fille, quand elle a vu le livre, elle dit « Papa, c'est toi ça ?» Oui, c'est moi. Effectivement. Donc j'ai une grande régularité dans ma vie. Mais ce n'est pas triste pour ça. Il faut juste que mon environnement... l'accepte et que moi j'accepte que les autres soient différents. Mais la grande régularité, j'essaye de faire un petit peu attention à mon alimentation et puis mon activité physique. Pour venir tout à l'heure, je fais mes 5 petits kilomètres à pied, tranquille, entre Montparnasse et Saint-Lazare. Voilà. Magnifique, merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes ces informations, c'était vraiment très intéressant. Et moi, le résumé, c'est vraiment, encore une fois, la discipline, la régularité, accepter sa différence, tester plein de choses qui nous va pas, la simplicité aussi. Et finalement, c'est vraiment très similaire au sport, à l'alimentation équilibrée, à tout ce qui est hygiène de vie de manière générale. C'est juste faire attention aux tentations qu'on peut avoir, qui peuvent nous faire sortir d'un schéma qui serait bon pour nous. Après, ce sont des choix. Et tu vois, cette phrase-là, on peut la prendre pour le sport, l'alimentation, le couple, l'éducation, les apprentissages, pour tout. En fait, cette phrase-là, les tentations et soi-même rester assez sérieux. Mais c'est pour ça que j'ai pas de difficulté, parce que les gens disent « attends, on va aller le voir ». J'ai parfois le cas avec des sportifs qui pensent que moi, je vais être là pour leur dire « faut pas regarder le smartphone, faut pas… » Non. Moi, je suis juste là pour leur dire « est-ce que tu veux être meilleur ou pas ? Est-ce que tu veux avoir moins de blessures ? Est-ce que tu veux récupérer plus facilement, etc. » Et je dois dire encore que beaucoup d'entraîneurs, de directeurs techniques ne sont pas conscients de ces choses-là. On le trouve qu'au haut niveau en France. Et dans des clubs, y compris au niveau national, c'est pas encore entendu. Ça paraît être un gadget. Là, il y a des choses. Donc, il faut effectivement faire des choix qui sont liés parfois évidemment à des sacrifices, mais quel confort on en tire. Donc là, encore une fois, il ne faut pas en croire, mais il faut essayer. Merci beaucoup Patrick, et donc on t'écoute, on s'endort, on dort. Alors, je vais le faire là, oui, je mets sur YouTube. Alors moi je suis vraiment très difficile à endormir. Donc, si ça marche... Alors déjà, je vais pas essayer de t'endormir. D'accord. Alors déjà, je vais te demander d'avoir une attitude un peu différente. C'est-à-dire qu'on va mettre les 2 pieds bien à plat sur le sol. Voilà. Oui, pourquoi pas comme ça, voilà. Les 2 mains plutôt posées sur les genoux, sur les cuisses, tout simplement. Je bouge tout, David. Voilà. Alors, pourquoi pas mettre le petit coussin derrière ta tête, là, voilà, tranquille, pourquoi pas prendre une bonne position. Voilà, ce qui est confortable. Voilà, c'est parfait. Je peux allonger mes jambes ? Oui, bien sûr. Enfin, plutôt, non, je préfère bien ancré, voilà. L'ancrage, voilà. Et les 2 mains, le long du corps, par exemple. Voilà. On ferme les yeux. C'est pas confortable, ça. Attends, je vais trouver autre chose. Ouais, voilà. Voilà, parfait. On ferme les yeux, tranquillement. Et puis on s'installe, voilà, tout simplement. Alors l'idée n'est pas, là, on fait ça en 3-4 minutes, c'est juste pour montrer un peu le schéma. Voilà, déjà, on se pose tranquille. On se dit d'abord, je prends ce temps pour moi. D'ailleurs, on peut se remercier déjà, par avance, d'avoir pris ce temps pour soi. Voilà. On s'installe, on prend conscience de la position du corps, les pieds sur le sol, les cuisses sur le fauteuil, le dos sur le coussin, la tête reposée tranquille. Et voilà, on installe une respiration tranquille, bien abdominale, en gonflant d'abord le ventre d'abord et non pas le thorax, voilà. Je suis un affreux avec ça, moi je dois le dire, tranquillement. On s'installe dans la respiration et puis on essaie de l'allonger. Si on peut aller à 5 secondes, c'est parfait, hein. Mais sinon, on peut faire une respiration relaxante. On inspire et on souffle. On ouvre bien la bouche pour souffler. On inspire et on souffle tranquillement. Donc, en l'occurrence, si on faisait une sieste, on aurait pu prendre un café avant de faire la sieste, parce que j'ai évoqué tout à l'heure
qu'il faut à peu près 10 minutes pour que ça fonctionne. Donc, c'est quand on sortira de la sieste que l'effet commencera à s'installer. C'est moi qui vais servir là, de réveil. Donc, on peut mettre son smartphone, etc., sur, par exemple, 5 ou 10 minutes, un quart d'heure, si on veut. Voilà. Et dès l'instant où on a mis un réveil, on sait on sera réveillé. Donc, on va pouvoir se relâcher tranquillement. Et puis là, on va faire un petit scan corporel tranquille, tout en respiration. Donc là, on prend conscience du contact de la nuque avec le dossier. Voilà. Et on reste centré sur soi. Voilà. On prend conscience du front, par exemple. Et sur chaque expiration, tu vas essayer de bien détendre ton front au maximum, de le rendre le plus lisse possible. Alors, je le fais un petit peu en méthode accélérée, mais voilà. Et puis après quelques respirations de ce type, on peut passer au niveau des yeux. On se centre sur les yeux en percevant la lumière derrière les paupières closes. On prend conscience aussi des globes oculaires dans l'orbite. On peut porter maintenant son attention tranquillement sur le nez, sur la température de l'air qui entre et qui sort des narines, par exemple. Est-ce que c'est la même chose ou pas ? Je ne veux pas de réponse, simplement c'est toi qui es centré dessus. La respiration est parfaite, elle est tranquille. Voilà. Et si des idées passent, il faut les laisser passer. Il faut revenir 1 fois, 10 fois, 100 fois sur le corps. Maintenant, voilà, bouche est entrouverte, donc c'est parfait. Donc les mandibules sont détendues. On prend conscience de la position de la langue, par exemple, dans la bouche. Voilà, on prend conscience maintenant du poids de la tête, par exemple. Et sur chaque expiration, on a peut-être la sensation d'une tête qui s'enfonce un peu plus dans le dossier. J'essaie de te centrer aussi sur les sons les plus lointains. Là, par exemple, peut-être la clim. Et peut-être maintenant ma voix qui est un peu plus proche. Voilà, la respiration est vraiment tranquille. On redescend comme ça tranquillement. Les épaules. Tu compares l'épaule gauche, l'épaule droite. Est-ce que c'est les mêmes sensations ? Est-ce que c'est agréable, désagréable ? Juste un avis. Pas autre chose que ça. Les bras, les avant-bras. Et là, maintenant, tu peux te centrer sur tes doigts. Et sans les bouger, essaye de percevoir chacun de tes doigts. Sans les bouger. La respiration est toujours tranquille. Voilà. Et d'ailleurs, tu sens peut-être ta poitrine qui se soulève sur chaque inspiration et s'abaisse sur chaque expiration. Voilà, on inspire tranquillement. Parfait, c'est tranquille, c'est parfait. Les sensations superficielles, les vêtements sur la peau, peut-être profondes avec les battements du cœur, peut-être que tu les ressens. Voilà, donc on va peut-être arrêter ici, tu restes tranquille pour l'instant, et on fait comme ça le corps, et on peut très bien lâcher prise dans tous les sens du terme avant d'arriver au pied. Donc là, pour sortir de la pratique, puisqu'on a changé un petit peu les ondes cérébrales, on va prendre conscience de ce qu'il va falloir faire pour se réveiller, revenir. Donc tu reprends conscience que tu es dans cette pièce ici à Paris, et puis tu vas prendre de grandes inspirations bien profondes, et là tu vas souffler fort, plus fort que ça pour une sportive. Allez, on inspire, allez, dynamisante. Ah voilà, encore une petite, là, voilà. Et puis après tu actionnes le corps en tapotant ton corps, voilà, en le bougeant pour revenir physiquement ici. Et quand c'est confortable pour toi, tu ouvres les yeux, tout simplement. Version super express. Mais l'idée, c'est ça. Ça fait bien. Ouais. Non, mais sincèrement, quand on prend le temps, comme ça, on se pose. Et puis, voilà. Moi, tout à l'heure, en vous attendant, je me suis fait ma petite pause dans l'entrée. Là, il y avait plein de gens à entrer, sortir. J'étais dans mon petit monde. J'étais super. Voilà. Et apparemment, j'étais à peu près réveillé, là, sur le début de l'entretien. Merci. En fait, si, ça fait vraiment du bien. On se sent
tu vois, hop, ça redonne un petit coup de fouet. Oui, c'est exactement. Voilà, histoire d'1 heure ou 2, quoi. Exactement. Et Passer à la réunion plus tard. Et on a pris 5 minutes, hein. Tout à fait. Pas plus. Comment est-ce qu'on te retrouve? Comment est-ce qu'on accède à tes services? Comment est-ce qu'on te contacte? Alors, si on fait Patrick Lesage Sommeil, a priori, on arrive sur mon site, c'est le plus simple. Après, on peut me contacter via la fiche de contact qu'il y a sur mon site. Ok. Après, je suis sur LinkedIn, Facebook un peu, mais pas tant que ça. Plutôt LinkedIn. Ok, voilà. Merci infiniment en tout cas pour tous ces conseils et dormez bien. Merci. Alors, est-ce que vous allez mieux dormir à partir de maintenant? Est-ce que vous allez faire plus attention à votre routine sommeil qui, je le répète, se prépare toute la journée avant d'aller dormir? Moi, en tout cas, j'ai adoré cette conversation. Il y a plein de petits trucs qui m'ont donné envie. Clairement, les luminettes, c'est sur ma top liste priorité d'achat de ces prochains jours. Et puis, je vous retrouve dans le débrief avec David pour parler justement de comment est-ce qu'on a peut-être amélioré notre routine sommeil grâce aux conseils de Patrick Lesage. Merci beaucoup de nous écouter, de nous regarder. Toujours très nombreux ici sur YouTube, mais aussi sur toutes les applis d'écoute de podcast. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et abonnez-vous à ce podcast pour nous donner plus de visibilité, pour être sûr de bien tout écouter. Aussi, tous nos conseils. On se retrouve la semaine prochaine. Salut! Enjoy locked-in prices all winter long with the Energy Winter Price Freeze. That means no price increases, so your bills remain straightforward, reliable and predictable. Switch to Energy today and save up to €1,129 a year on dual fuel. Energy, you just know. Price freeze until March 1st, 2026. Energy discount variable electricity rate EAB €1,283. Discount variable gas rate €1,117. For T's and C's rates and savings calculations, see unoenergy.ie. Suppliers pricing may change.